C'est l'une des forces les plus puissantes de la nature, brûlante et instable. Elle surgit des profondeurs et explose en plein air. En chemin, rien ou presque ne lui résiste. Pour l'exploiter, les scientifiques rêvent d'une technologie nouvelle et propre, capable de transformer ceci en cela. Aujourd'hui, des régions isolées de Californie à la vallée française du Rhin, en passant par l'Islande, ce rêve est peut-être en passe d'être exaucé. Cette force souterraine a tout pour fournir l'énergie la plus renouvelable qui soit. Si cet espoir devient réalité, les rejets polluants des usines ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Nous sommes en Islande, à 40 km à l'est de Reykjavik. Il fait -1 degré au puits numéro 26. Depuis 6 jours, les ingénieurs sont concentrés sur leur mission. Faire descendre leur trépan à 2000 mètres sous terre. Les forages profonds visent surtout à faire jaillir du pétrole. Mais les techniciens du puits 26 visent une ressource plus précieuse encore, l'eau bouillante. Elle est le combustible d'une technologie radicalement innovante, capable de transformer la chaleur de la Terre en électricité. Si l'exploitation de l'énergie géothermique est possible, elle déclenchera une véritable révolution. Elle réduira considérablement notre dépendance aux énergies fossiles. La recherche de systèmes géothermiques à de telles profondeurs revient presque à chercher une aiguille dans une botte de foin. Une aiguille qu'il faut dénicher vite. L'exploitation d'un puits comme celui-ci coûte jusqu'à 40 000 € par jour. Si l'on découvre de vastes nappes d'eau chaude dans cette région, la société exploitante y construira plusieurs centrales géothermiques, comme le complexe voisin d'Eli Saidi. La fonction des puits et des centrales est de localiser et de puiser la chaleur enfouie sous terre. Comment ça marche? Caché dans les entrailles de la Terre, le manteau. À l'intérieur, le magma. Il bouillonne, surchauffe la roche qui réchauffe à son tour les nappes phréatiques, ce qui génère une pression, un peu comme dans une cocotte minute. Lorsque s'ouvre une brèche, voici ce qui arrive. Des geysers, des fumerolles. Et quand c'est le magma qui s'échappe, des éruptions volcaniques. Si les ingénieurs parviennent à atteindre ces profondeurs brûlantes, ils trouveront de quoi fabriquer de l'électricité. 3 composantes nous sont absolument nécessaires pour valider une zone d'exploitation géothermique. De la roche brûlante pour chauffer l'eau, des nappes phréatiques en contact direct avec ces roches, et enfin des anfractuosités pour que l'eau chauffée en sous-sol remonte en surface. Et si les trépans percent des poches d'eau chaude d'au moins 300 degrés, voici ce qui jaillira. Un jet de vapeur surpuissant. Et ce jet est capable d'entraîner des turbines générant de l'électricité, comme dans des centrales conventionnelles. Depuis que le laboratoire national de Los Alamos, situé au Nouveau-Mexique, a initié les recherches autour de la géothermie dans les années 70, ses partisans l'ont déclarée énergie propre par excellence. Si elle tient ses promesses, elle permettra de créer de l'électricité sans l'usage de polluants dangereux ni émission de gaz à effet de serre. Qui plus est, à la différence d'autres ressources renouvelables telles que les énergies solaires et éoliennes, dépendantes des conditions météorologiques,
la géothermie crée de l'électricité 24 heures sur 24. L'énergie géothermique a la capacité de fournir d'énormes quantités supplémentaires d'électricité. Pourtant, cette manne apparente et les technologies développées pour l'exploiter demeurent méconnues du grand public. Et il reste de nombreux obstacles à franchir. Retour au puits numéro 26. Les nouvelles des profondeurs ne sont pas bonnes. Pour l'instant, la roche n'est pas assez fissurée, mais on va trouver. On fore plus profondément pour chercher de meilleures fissures. L'Islande possède en surface les ressources géothermiques parmi les plus accessibles de la planète. Le pays repose sur une partie très instable de la croûte terrestre, entre les plaques nord-américaines et eurasiennes. Ces plaques s'écartent d'environ 2,5 cm par an. En conséquence, magma et nappes phréatiques remontent doucement vers la surface et facilitent l'accès aux ressources géothermiques. L'Islande est connue pour ses volcans, pour ses glaciers et pour une certaine chanteuse. C'est aussi l'un des pays les moins polluants du monde. Inutile de chercher ici la moindre centrale au gaz ou au charbon. Presque 100% de l'électricité islandaise provient de centrales hydrothermiques ou géothermiques non polluantes. Près de 90% des foyers sont chauffés à l'énergie calorifique de la Terre. Même s'ils vivent dans un pays froid, les Islandais paient moins d'électricité que leurs voisins nordiques. Et avantage non négligeable, les foyers de Reykjavik n'ont pas besoin d'être équipés de chauffe-eau. Il suffit d'ouvrir le robinet pour voir couler une eau naturellement chaude. Il nous a fallu environ 40 ans d'efforts pour concentrer assez d'eau chaude et relier tous les foyers de Reykjavik. Mais aujourd'hui, la ville est l'une des plus propres du monde. Mais il n'y a pas qu'à domicile que les Islandais exploitent la géothermie. Les piscines, les spas et bien d'autres infrastructures publiques particulièrement consommatrices de chaleur, ainsi que les serres, sont chauffées par géothermie. Pour répondre à la demande toujours croissante en électricité, la société Reykjavik Energy achève la construction de sa nouvelle centrale d'Eliseidi. Elle devrait être l'un des plus grands complexes géothermiques du monde. À l'intérieur, des turbines capables d'alimenter en électricité 90 000 foyers. Cette centrale sera l'une des vitrines de l'exploitation géothermique. Comme toutes les centrales géothermiques, Eliseidi ne rejette presque aucun polluant dans l'air ni sur le sol. Et elle puise dans une réserve d'énergie qui est renouvelable. L'exploitation de ces vastes ressources souterraines a fait de l'Islande l'Arabie saoudite de l'énergie géothermique. Si tous les pays suivaient son exemple, la pollution des centrales nucléaires, des centrales à charbon et au gaz ne serait plus qu'un mauvais souvenir. C'est un bon exemple pour tous les pays. Si vous ne nous croyez pas, venez passer quelques jours ici. Et vous serez étonné de voir la stabilité, la sécurité, la propreté et le faible coût de cette énergie. Mais tout le monde ne vit pas au-dessus d'un volcan.
À la différence des installations solaires et éoliennes, constructibles presque partout, les centrales géothermiques ne peuvent reposer que sur des zones chaudes, et ces zones occupent moins de 10% de la surface terrestre. L'Islande est unique. Elle possède des quantités considérables de ressources géothermiques qu'on peut facilement localiser et exploiter. Mais les ingénieurs ont à relever un défi technique de taille, le forage. Trois ingrédients sont indispensables à l'exploitation géothermique. Une roche brûlante, de l'eau et des ressources proches de la surface. Mais est-ce suffisant? Aux États-Unis, un site possédait les trois conditions requises jusqu'à ce que l'on découvre que ces ressources géothermiques ne dureraient qu'un temps. Ce site se trouve dans les montagnes du nord de la Californie. C'est là que s'étend un vaste complexe de geysers prometteur pour la géothermie. Pour l'exploiter, le plus grand et le plus puissant centre géothermique jamais construit. 22 usines, gérées par plusieurs sociétés, génèrent près de 3 fois plus de puissance électrique que toutes les centrales géothermiques islandaises réunies. Comme en Islande, ces geysers reposent sur une zone géologique rare, criblée de failles liées à la faille californienne. Dans cette région, d'énormes quantités de chaleur affleurent à la surface de la croûte terrestre, ce qui facilite les forages. Et surtout, ces geysers sont saturés en humidité souterraine. Vous avez devant vous l'une des zones thermales des geysers. Ce sont des sources chaudes et des fumerolles. Le sol est brûlant. Il a fallu creuser très profondément pour s'apercevoir qu'on disposait sous nos pieds d'une telle réserve d'eau bouillante. Le complexe compte aujourd'hui plus de 300 gisements. Mais à l'inverse de l'Islande, où l'eau chaude provient de puits géothermiques, les geysers produisent de la vapeur d'eau. Pour passer de l'état d'énergie naturelle à celui d'électricité, cette vapeur brûlante passe par un processus complexe. Elle entre d'abord par le toit grâce à ces énormes tuyaux qui l'acheminent dans la salle des machines. La vapeur traverse une sorte de tamis pour s'assurer qu'elle ne transporte aucune matière susceptible d'abîmer la turbine. Puis elle entre des deux côtés dans la turbine, où elle se répand à travers des lames pour en extraire toute l'énergie. La vapeur propulse ces hélices à 3000 tours minute et entraîne un générateur géant qui produit une électricité prête à être distribuée vers les foyers par les lignes à haute tension. En ressortant des turbines, la vapeur est canalisée vers une tour refroidissante. On voit des panaches géants s'élever de ces tours. On pense souvent que c'est de la fumée, mais non, ce sont bien des panaches de vapeur d'eau. Il aura fallu la crise pétrolière du début des années 70 pour que les États et les entreprises osent l'énergie géothermique, une technologie très marginale à l'époque. À son apogée dans les années 80, le site des geysers en Californie comptait 23 centrales qui fournissaient l'équivalent de 2 centrales nucléaires, de quoi éclairer San Francisco et sa banlieue. Ce site réunissait les 3 ingrédients nécessaires, une roche souterraine brûlante, de l'eau et des ressources en surface. Mais au milieu des années 80, un imprévu vient paralyser toute l'exploitation. La vapeur vient à manquer dans plusieurs centaines de puits. On n'avait pas réalisé que c'était une réserve d'eau épuisable. On aurait dû anticiper le problème, mais bon. Mais cette eau, où est-elle passée?
Quand elle traverse les dissipateurs, la vapeur se condense en millions de litres d'eau. Et 80% de cette eau s'évapore. En 10 ans à peine, la volatilité de cette eau carburant a entraîné une baisse de 40% de la production d'électricité, compromettant l'avenir financier du complexe. C'est ce à quoi tout le monde s'attendait. Toute nappe d'eau finit un jour par tarir. Le risque d'épuisement existait bel et bien. Les réserves d'eau accumulées sur des milliers d'années ont été puisées à un tel rythme qu'elles n'ont pas eu le temps de se reconstituer. Les sociétés exploitantes se sont alors heurtées au problème des ressources épuisables. Toutes ont décidé plus ou moins en même temps d'abandonner le complexe. Toutes, sauf une, qui fait le choix de racheter les installations laissées à l'abandon. En 1999, à la stupéfaction générale, Calpine Corporation acquiert sa 19e usine. Son projet est ingénieux. Puisque la roche sous-jacente continue d'être surchauffée au contact du magma, l'astuce consiste à injecter de l'eau dans les nappes vides pour recréer de la vapeur. Mais quelle quantité exactement ? 72 millions de litres par jour, de quoi remplir 28 piscines olympiques. Calpine fait dévier des comtés voisins de l'eau recyclée. Elle traverse plus de 100 km de canalisation avant d'être injectée dans les puits et de ressortir sous forme de vapeur. La production de la centrale reste malgré tout de 50% inférieure à ses performances de la fin des années 80. Pour améliorer le rendement, géologues et ingénieurs continuent à creuser de nouveaux puits. Ici, sur le versant d'une montagne, les équipes travaillent au forage d'un puits de 3000 mètres. L'objectif est d'en tirer 3 MW de puissance qui pourraient alimenter 3000 foyers supplémentaires. Mais un segment du cuvelage utilisé pour stabiliser le puits s'est brisé. Il faut remonter les débris de roche accumulés au niveau du point de cassure. Si on ne les sort pas maintenant du puits, ils vont tomber au fond du trou. On ne pourra plus faire tourner le trépan ni le remonter. Seule solution, extraire 1500 mètres de cuvelage. Et ce n'est pas une mince affaire. Il faut d'abord faire couler du ciment pour créer un bouchon à hauteur du resserrement. Puis, quand le ciment est sec, il faut forer le bloc et y glisser un nouveau cuvelage. Ces problèmes de forage sont parmi les plus compliqués rencontrés par la géothermie. À la différence des derricks gaziers et pétroliers conçus pour forer une roche plus poreuse et plus froide, la géothermie s'attaque aux zones rocheuses compactes, profondes et chaudes. Quand on fore, dans la plupart des cas, on redoute de découvrir des fractures qui absorbent les boues qu'on injecte dans le trépan. En géothermie, au contraire, on cherche à trouver des failles, et elles se trouvent par définition dans les roches dures, très difficiles à percer. Le matériel de forage est soumis à rude épreuve. La roche est presque impénétrable, et les pressions et les températures sont extrêmes. Le risque que le trépan ne casse est fréquent et coûteux. Voici un trépan de 22 cm. C'est le diamètre type. Le procédé consiste à pousser le trépan en le faisant tourner pendant que les mâchoires tournent et mordent la roche. Ce n'est pas plus compliqué que ça.
Les mâchoires sont recouvertes de poussière de diamants. Chacune coûte jusqu'à 23 000 €. Elles cassent toutes les 40 heures en moyenne et les opérations durent environ 4 mois. Le calcul est vite fait, le seul remplacement des têtes sur un projet peut coûter 275 000 €. Le bouchon de ciment est sec. L'équipe perce un nouveau trou. Une fois que ce sera fait, on pourra reprendre l'exploitation du puits. Quelques heures plus tard, les relevés en provenance des capteurs situés à la tête du trépan indiquent que la vapeur surchauffée peut jaillir d'un instant à l'autre. Elle monte vers nous. L'énergie écolo. La récompense des ouvriers, la voici. Un mince filet de vapeur échappé du sous-sol. Soudain, on touche au but. L'équipe s'empresse de sceller l'extrémité du puits. Mais finalement, déception. On a à peine un peu plus de la moitié du débit de vapeur auquel on s'attendait. Il va falloir qu'on descende vraiment jusqu'au fond, à 1900 mètres, en espérant qu'on en trouvera. Gagné. Le lendemain, les ouvriers atteignent la nappe sous pression. Le débit de vapeur augmente. Il fournira les 3 MW nécessaires à l'alimentation en électricité de 3000 foyers supplémentaires. Une fois que le forage est terminé, les puits demeurent des endroits dangereux. À seulement 9 km de là, une autre équipe achève de déboucher un vieux puits. Elle travaille pour le compte de la société Thermasource, basée sur le site de Bottle Rock en Californie. Cette société a récemment racheté l'une des 22 usines. Si elle trouve une nouvelle nappe de vapeur, les installations redémarreront pour la première fois depuis 17 ans. Mais certains gaz volatiles sont restés prisonniers des profondeurs du puits. Le risque est qu'en forant, ils jaillissent à l'air libre. Le plus dangereux de ces gaz est le H2S, l'hydrogène sulfuré. Inhalé à forte dose, il anesthésie les sens et les victimes ignorent qu'elles sont intoxiquées. Pour déboucher le puits en toute sécurité, une seule solution, laisser s'échapper la vapeur dangereuse. Louis Capuano est l'ingénieur en chef. La réouverture de cette usine est pour lui un formidable enjeu. Il était prévu que ce complexe soit détruit. On devait le faire sauter à la dynamite. Louis est le seul, avec l'un de ses partenaires, à être convaincu qu'il subsiste de la vapeur sous le site. Aussi, il a proposé à une compagnie d'investissement de racheter et de rénover le complexe. Voilà 2 ans qu'il attend le jour J. Aujourd'hui, l'usine redémarre après 16 ans et demi de fermeture. On va bientôt lancer les machines, ce sera notre première tentative. Y aura-t-il assez de vapeur pour produire les 17 MW de puissance nécessaires? Sans cela, pas d'électricité pour le réseau californien. Avant d'entrer dans l'usine, la vapeur doit être débarrassée de tout débris rocheux. Or, des gaz mortels s'échappent pendant le procédé de nettoyage. Une forte dose d'hydrogène sulfuré peut être fatale. Nous allons faire évacuer tout le personnel vers une zone de sécurité. On doit être sûr qu'absolument personne n'inhalera ce gaz qui jaillira fortement concentré. Pour ça, il faut une journée où les conditions météo sont idéales, comme aujourd'hui. Il y a pas mal de vent qui dispersera le gaz dès son effusion. Et si le vent change subitement de direction? Les ouvriers ont reçu une consigne simple, fuir.
Dès qu'on ouvre la vanne, on laisse s'échapper le gaz quelques minutes. Au début, on ne voit pas grand-chose, mais on entend. La vapeur est d'abord grisâtre, puis elle redevient blanche. On la dirige alors vers l'usine. Tout le monde a été évacué. Les ouvriers ouvrent la vanne. Une vapeur sale s'élève à 30 mètres. Le vent n'a pas changé de direction. Un spécialiste, armé d'un détecteur, confirme que les gaz toxiques se sont bien dispersés. Les résultats du test sont bons. Ça s'est dissipé plutôt vite. 15 à 20 minutes en suffit. On canalise alors la vapeur saine vers l'usine. La géothermie fonctionne dès que ces trois impératifs, roche surchauffée, eau, accessibilité, sont réunis. Mais elles sont rarement réunies, sur 10% de la planète à peine. Cette technologie a-t-elle alors un avenir? La géothermie dépend de la géologie de la planète, puisqu'il faut une occurrence bien spécifique. Les ressources souterraines d'eau doivent être enveloppées par de la roche en contact avec de la lave en fusion. Et cette eau doit être assez perméable pour remonter en surface. C'est dire si de tels endroits sont rares. Pourquoi ne pas prospecter ailleurs? On trouverait 10 à 20 fois plus de ressources que celles dont on dispose actuellement, ce qui serait énorme. Aujourd'hui, deux équipes pensent avoir découvert des technologies révolutionnaires capables de développer la géothermie. L'une est en Californie, l'autre en France. Nous sommes en Alsace, dans la vallée du Rhin. Un projet géothermique est en cours. Il se pose comme une arme ultime contre le réchauffement de la planète. Le projet Sulz, du nom du village voisin, se bat depuis 20 ans pour prouver que l'on peut exploiter la chaleur du manteau terrestre partout sur la planète. S'il y parvenait, la plupart des pays pourraient construire leur complexe géothermique. À Sulz, le travail s'appuie sur une théorie développée dans les années 70 et connue sous le nom de système géothermique stimulé. Les systèmes géothermiques stimulés sont un procédé qui consiste à forer l'écorce terrestre des zones chaudes et sèches. On fracture la roche et on y injecte de l'eau qu'on laisse chauffer avant de la puiser. La mission du projet Sulz consiste à construire une centrale fonctionnant selon ce procédé. Les ingénieurs ont déjà foré avec succès 3 puits de 5000 mètres de profondeur. En y injectant des millions de litres d'eau sous très haute pression, ils sont parvenus à créer un immense réservoir semblable aux nappes phréatiques des geysers californiens et de l'Islande. Il s'agira ensuite d'injecter un surplus d'eau par le puits central afin d'extraire l'eau chaude par les deux autres. Plus on s'enfonce dans le sous-sol, plus on se heurte à des problèmes. C'est vous dire la pression à laquelle nous sommes soumis. Les relevés de température effectués en profondeur indiquent que quelque chose bloque le flux entre le second et le troisième puits de Sulz. Ça pourrait être quelque chose comme une barrière entre les deux puits dont le forage n'est pas encore venu à bout. Si les ingénieurs ne parviennent pas à connecter les deux puits,
Sulz ne fournira que la moitié de la production espérée, ce qui pourrait compromettre la crédibilité des systèmes géothermiques stimulés. On est en train de sonder le sous-sol en générant une expérience sismique qui a lieu au moment où je vous parle. Ce procédé est actionné grâce à un récepteur sismique terrestre appelé géophone. On se trouve ici en surface, mais tout ce qu'on fait doit se répercuter 5000 mètres sous nos pieds. On a toujours un décalage des informations, il faut faire avec. Un ingénieur ouvre la vanne de la tête du puits. On active le treuil. Le géophone commence sa descente jusqu'à la zone encombrée. Il arrive fréquemment que les outils ne supportent pas les conditions extrêmes des puits géothermiques. Deux énormes camions sont mis en place. L'un à 5 km au nord du puits, l'autre à la même distance au sud. Chacun pèse 22 tonnes. On les appelle des camions vibrateurs. Leur fonction ? Envoyer des ondes de choc dans le sol. Le géophone enregistre la réception de ces ondes et mesure ainsi le spectre du blocage. Ça nous donne une idée précise de la géologie et de la structure des fractures. Le géophone est arrivé à près de 5000 mètres de profondeur. Okay. Un géophysicien active à distance les camions vibrateurs. Je vous montre à quel point ça vibre. Mais après une minute de forte secousse, rien. Le géophone n'émet aucun signal. Ça a échoué à cause de la température, elle est trop élevée. Cet outil doit supporter 180 degrés pendant 3 à 4 heures. La partie électronique a rendu l'âme. L'équipe doit immédiatement réparer le géophone et recommencer toute l'opération. Ce genre de problème arrive tous les jours ici. Rien n'a l'air de fonctionner dans ce puits. Des mois durant, l'équipe de Sulz s'évertuera à reconnecter les deux puits en injectant de l'eau sous haute pression et toute la puissance espérée. Il prouve néanmoins que l'implantation de complexes géothermiques est possible sur 50 à 60% de la surface de la Terre. L'Australie et l'Allemagne construisent, elles aussi, des usines géothermiques inspirées en partie des recherches menées à Sulz. Les anciennes techniques de forage sont peut-être trop lentes pour que le système géothermique stimulé soit une technologie bon marché. Mais imaginons qu'on trouve le moyen de forer dans le granit massif comme dans du beurre jusqu'à une profondeur de 15 000 mètres. Pour peu qu'une telle technologie voie le jour, les ingénieurs creuseraient des puits à moindre coût. C'est pas un truc qu'on fait comme ça. Mais certains y croient. Comme ici, dans ce petit laboratoire situé dans un entrepôt du nord de la Californie. Jared Potter est le directeur général des forages Potter. Il va tenter de creuser un trou en quelques minutes dans un bloc de granit massif d'une demi-tonne. Vous avez là une roche extrêmement compacte. Vous imaginez bien que pour creuser ça, même au trépan, ça prend un temps fou. On en userait des mâchoires. Jim, ça a lâché. Il faut une clé à molette.
La machine ne paie pas de mine. C'est bon, on recommence. Jared et son équipe prétendent que cet embout métallique parviendra à creuser la pierre sans même y toucher. Ils ont appelé leur engin la foreuse chalumeau. La première personne à avoir imaginé cet outil il y a 30 ans est Robert Potter, le père de Jared, un pionnier des sciences géothermiques au laboratoire national de Los Alamos dans les années 70. Aujourd'hui, Jared a réalisé plusieurs prototypes prévus pour résister aux contraintes extrêmes. Si les forages effectués avec cette foreuse chalumeau réussissaient, la géothermie ferait un grand pas en avant. Cette technologie est capable de percer à la vitesse de 30 mètres à l'heure, soit 10 fois plus vite que les foreuses conventionnelles. Et comme elle n'entre pas en contact avec la roche, il n'y a aucune dégradation du matériel. Tout est en place pour l'expérience. On laisse l'hydrogène se répandre jusqu'à la buse du chalumeau. On l'allume. La chaleur doit atteindre 1800 degrés. Une flamme surpuissante et à peine visible jaillit de la buse et décape le bloc de granit. Bientôt, de petits fragments de roche se dispersent. L'intensité de la flamme attaque les imperfections de la pierre et l'affaiblit. Le test est terminé. Voici un trou d'à peu près 10 cm de diamètre. Quant à sa profondeur, il fait 25 cm. Et il nous a fallu environ 3 minutes. Premier objectif atteint. Pénétrer en un temps record la roche compacte. Il reste à prouver que la technologie fonctionne sous une atmosphère humide, ultra confinée et sous très haute pression. C'est précisément là qu'intervient cet autre engin. Voici un deuxième prototype appelé foreuse hydrothermique. Cette foreuse hydrothermique devrait nous permettre de descendre à des profondeurs de 900 à 1500 mètres sur un diamètre de 30 cm. Ça a l'air dingue, non? Jim, on voit ce que ça donne. Envoie le jus. C'est parti. La buse propulse une flamme à 4000 degrés. Mais à l'inverse des foreuses classiques, à aucun moment elle ne touche la roche. À la place, sa flamme chauffe un jet d'eau surpuissant qui fragmente la pierre et en pulvérise les débris. Potter examine le résultat sur son petit échantillon de granit. La foreuse hydrothermique a percé un trou de sonde et il est parfait. Une fois son invention testée sur un derrick grandeur nature, il espère l'avoir exploité dans l'industrie. On n'y est pas encore tout à fait. Il manque quelques améliorations. Et si ça marche, les puits seront forés plus vite, plus profondément et à moindre coût. Forer ainsi des trous ultra profonds n'est pas une utopie. On en est à la phase de recherche et on doit prouver l'intérêt commercial de l'invention. Retour auprès des ingénieurs du puits 26, près de Reykjavik. En gros, le numéro 26 est un puits obsolète. On dirait qu'il n'a plus rien à livrer. Les ingénieurs continuent pourtant à forer. S'ils devaient ne rien trouver, 2,2 millions d'euros auraient été investis en pure perte. Sur le site, une géologue examine de minuscules copeaux de roches prélevés au fond du puits quelques heures auparavant. Chacun de ces fragments raconte une histoire. On analyse le type de roche, la température qu'il fait à son niveau et on essaye de voir si elle possède des fissures. Ça nous donnera de l'espoir. Le dernier échantillon de copeaux prélevé au niveau du trépan fournit des informations importantes.
Ça m'indique qu'en bas, on a atteint 280 degrés. Mais ces 280 degrés ne suffiraient pas à faire tourner la centrale islandaise. 24 jours durant, les ingénieurs vont continuer de forer, portant le coût total de l'opération bien au-delà des 2,2 millions d'euros. Dernière température enregistrée, 300 degrés. Dès lors, le puits devient exploitable. Les travaux de construction d'un des plus vastes projets géothermiques au monde vont pouvoir commencer. À 6800 km de là, l'équipe californienne a moins de chance. Elle a d'abord laissé souffler l'ancien puits rouvert afin d'évacuer les gaz stagnants toxiques et d'autres débris accumulés. Puis, elle a canalisé la vapeur d'eau propre et saine vers l'usine récemment rénovée. Les ingénieurs attendent maintenant de redémarrer les turbines. Or, pour pouvoir vendre cette énergie au réseau, il faut fournir au minimum 17 MW de puissance. Si le complexe n'atteint pas ce rendement, il perdra de l'argent. Après avoir traversé 1 km de canalisation, la vapeur bouillante active l'énorme turbine. Pour la première fois depuis 17 ans, elle se remet à tourner. Pour l'instant, elle ne tourne qu'à 600 tours minute. Mais une fois qu'elle aura un peu chauffé, on augmentera le débit de vapeur et on montera la vitesse au maximum. 3600 tours minute. La vapeur s'avère délivrer davantage que le minimum requis. Une fois la turbine lancée, la génératrice suit le mouvement. Dans la salle de contrôle, les ingénieurs prennent les premières mesures. Pas la moindre puissance électrique n'est produite. La génératrice tourne sans encombre, mais elle ne crée pas d'électricité. Et si rien ne sort, on frôle la catastrophe. Il risque d'y avoir très rapidement une surchauffe due à la pression subie par les lames rotatives. La turbine risque littéralement de se disloquer d'un coup. Le remplacement d'un tel engin durerait des mois. Ce ne serait pas viable. L'équipe doit rapidement isoler le composant qui est à l'origine du problème. Il faut agir vite si l'on ne veut pas perdre le turbomoteur. On a stoppé la turbine jusqu'à ce qu'elle s'immobilise complètement. L'équipe a échappé de justesse au désastre. Mais à quoi tient la panne ? La plupart de mes hommes en bas sont en train de se creuser la tête. Mais il y a un autre obstacle. La plupart des instructions ont été traduites du japonais et on a quelques problèmes de compréhension. La réparation de l'installation durera 9 jours et coûtera 39 000 €. Vous pouvez continuer à travailler. Mission accomplie pour Louis Capuano. L'usine fournit au réseau californien son premier courant électrique produit dans des conditions écologiques. Pendant un demi-siècle, la géothermie est restée le secret le mieux gardé des énergies renouvelables. Pourtant, ces usines fonctionnent avec une source d'énergie gratuite qui ne pollue pratiquement pas et s'avère rentable. Malgré cela, elle ne fournit que 0,5% de l'énergie mondiale, elle bénéficie de peu de soutien politique et elle demeure presque totalement inconnue du grand public. J'ai 3 enfants scolarisés et j'avoue qu'on ne leur enseigne rien sur l'existence de la géothermie. Les énergies solaires et éoliennes reçoivent davantage de subventions gouvernementales et profitent d'un appui médiatique bien plus important que la géothermie. Les technologies solaires et éoliennes sont incapables de produire de l'électricité quand le vent ne souffle pas et quand le soleil ne brille pas. Par contre, comme l'a prouvé l'Islande,
La géothermie accomplit ce que font les centrales à charbon, au gaz et au nucléaire. Elle fournit une électricité continue. Ça veut dire qu'elle peut alimenter le réseau 24 heures sur 24. Alors, pourquoi l'énergie géothermique est-elle reléguée au second plan? Parce que les gens sentent le soleil et le vent, alors que la géothermie n'évoque rien de matériellement tangible pour eux. Cette énergie s'est toujours heurtée à un problème de visibilité et de toucher. Si le monde souterrain est invisible, la réalité désastreuse à laquelle notre planète se heurte est quant à elle de plus en plus visible. Aujourd'hui, nous consommons dans le monde environ 20 000 térawatts de l'heure. Près de 90% de cette production, fournie grâce au charbon, au gaz ou au nucléaire, rejette dans l'atmosphère des milliards de tonnes de dioxyde de carbone et déverse sur la Terre des déchets hautement toxiques. Depuis les débuts de la science géothermique, quelques visionnaires rêvent d'offrir au monde une alternative énergétique propre. L'énergie géothermique est probablement la meilleure pour fournir d'immenses quantités supplémentaires d'électricité. Reste à avoir la certitude qu'elle peut fonctionner ailleurs qu'au-dessus de sites d'activité volcanique comme les geysers californiens ou l'Islande. La réponse à cette question repose d'une part sur l'aboutissement du projet SULT et de ses systèmes géothermiques stimulés, et d'autre part sur l'avènement de nouvelles technologies aptes à révolutionner les techniques de forage. Notre rêve est d'arriver à banaliser l'exploitation géothermique à travers le monde. La technologie géothermique, en ouvrant de vastes possibilités, est sur le point de tout révolutionner. Si ces pionniers réussissent, l'homme aura enfin permis à la force surpuissante de la nature de participer au sauvetage du genre humain et de notre planète.